Merci beaucoup Nicolas, merci Myriam pour cette invitation, c'est un vrai plaisir d'être ici. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme Nicolas vous le disait, je suis néphrologue de formation, mais je vais vous expliquer comment j'ai changé de spécialité et je m'excuse déjà pour les anglophones, je vais parler en français. Do apologize for the language. The slides are in English. Do not hesitate if you want to ask some question. Donc nous allons parler d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de surcroissance et qui est lié à une mutation d'un gène qu'on appelle PIK3CA. Et je vais vous raconter comment, en tant que néphrologue adulte, je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire et maintenant à m'occuper de patients atteints de ces anomalies. Alors ici, ce sont mes conflits d'intérêts. On va parler d'une molécule qui est développée par Novartis et qui s'appelle Alpelisib et avant s'appelait BYL719. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un syndrome de surcroissance ou d'hypercroissance dysharmonieuse? En fait, ce sont des patients, vous allez voir beaucoup de photographies, donc vous allez comprendre de quoi on parle, qui présentent une hypertrophie asymétrique d'une partie du corps. Ça peut toucher n'importe quel type de partie du corps, y compris la tête et le cou, vous allez voir, avec des malformations lymphatiques, n'importe quel type de tissu, de la graisse, du vaisseau lymphatique, de la veine, de l'os. Vous reverrez encore beaucoup d'imagerie. Et ce qui est extrêmement important, c'est que ces anomalies ne sont pas héritées des parents. Les parents ne portent pas ces anomalies. C'est une mutation qui survient au cours du développement embryonnaire et du coup, qui n'est pas transmise par les parents et qui n'est pas transmissible. Alors, j'ai envie de vous dire presque la seule diapositive scientifique, elle est ici. Ici, vous avez une voie de signalisation qui est la voie PIK3CA AKT-mTOR que vous connaissez probablement. Vous êtes à l'intérieur d'une cellule, vous avez à la surface de ces cellules des récepteurs, qu'on appelle récepteurs aux tyrosine kinase. Lorsque ces récepteurs sont activés, ils induisent une cascade de phosphorylation de protéines qui débute avec PIK3CA qui est tout en haut et qui, à la fin, aboutit à la croissance et à la prolifération des cellules. Et cette voie de signalisation qu'on retrouve dans toutes les cellules, elle est fréquemment anormalement régulée en cancérologie, vous le savez très certainement. 80% des cancers portent des anomalies de cette voie de signalisation qui aboutit à un excès de prolifération et de croissance. Ça peut être des gains de fonction de PIK3CA, des gains de fonction d'AKT, des gains de fonction de mTOR, mais parfois des pertes de fonction de gènes régulateurs comme TSC1, TSC2 ou encore PTEN qui est un petit peu plus haut. Donc si vous avez beaucoup de mutations génétiques dans cette voie de signalisation, eh bien forcément, vous avez un grand intérêt des industriels de la pharmacie et vous allez voir qu'on va en rediscuter, puisqu'encore une fois, 80% des cancers portent en général une ou plusieurs anomalies de cette voie de signalisation. Alors, les patients dont on s'occupe et dont on va discuter sont des patients qui portent une mutation gain de fonction de PIK3CA, qui est tout en haut, qui a été identifiée en 2012 pour la première fois par deux équipes, une équipe américaine à Boston, au Children's Hospital, et une équipe en Angleterre, au même moment. Ils ont identifié dans certains tissus la présence de mutations gain de fonction de PIK3CA, donc en mosaïque. Encore une fois, cette mutation n'est pas présente dans le sang. Et cette mutation gain de fonction est responsable d'une activation permanente de la voie de signalisation. Elle fait trop grossir, multiplier les cellules. Et elle explique la mutation de PIK3CA, l'immense majorité des syndromes de surcroissance. Alors, on parle de patients avec des anomalies dites en mosaïque. Je ne sais pas si vous y voyez bien aussi, on peut baisser la lumière, mais ce n'est pas grave. Une mosaïque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est représenté sur cette photographie ici. Vous avez un arbre avec des pétales blancs, et au milieu de ces pétales blancs, vous avez quelques pétales roses. Et ces pétales sont devenus roses parce qu'il y a eu une mutation somatique localisée. C'est exactement ce qui se passe chez nos patients. Et donc, cette mutation, elle survient au cours du développement embryonnaire. Elle peut survenir à n'importe quel type de moment, à n'importe quel moment du développement embryonnaire, parfois très précocement, parfois très tardivement, et elle peut toucher n'importe quel type de tissu, comme je vous le disais. Donc tous ces patients sont des patients que je suis et qui ont une mutation PIK3CA, et vous voyez que la présentation clinique est du coup extrêmement variable à la naissance. Vous avez des formes relativement peu sévères, n'impliquant que les doigts ou les orteils, on appelle ça une macrodactylie, donc là vous avez un pronostic fonctionnel, un retentissement esthétique. Et puis après, vous voyez que vous avez tout type de présentations cliniques qui peuvent être extrêmement sérieux, dangereux, pouvant engager le pronostic vital dans un certain nombre de cas, notamment quand il y a des malformations des vaisseaux. Et puis, vous avez très régulièrement des patients avec des malformations lymphatiques que vous voyez en consultation, des anomalies lymphatiques qui peuvent être localisées dans les creux axillaires ou ailleurs, mais surtout beaucoup dans la région ORL, et on va en rediscuter. Et avant d'identifier le gène responsable de ces anomalies PIK3CA, eh bien, à chaque fois qu'un clinicien voyait un patient avec ce genre d'anomalie, il le décrivait. Et donc, vous avez plein d'appellations différentes. Vous avez des patients qu'on appelait avec des macrodactylies, des patients avec des infiltrations faciales lipomateuses, des syndromes de Klippel, Trénonet, etc. Et en fait, toutes ces anomalies-là sont liées à PIK3CA systématiquement.
Et la forme peut-être la plus sévère de ces anomalies-là est celle qu'on appelle le syndrome de Clove. Et ce syndrome de Clove, eh bien, tout est résumé dans l'appellation en anglais. Ce sont des patients qui ont des anomalies congénitale d'hypertrophie graisseuse disséminée, de malformations vasculaires à flux lent en général, lymphatiques et ou veineuses, des anomalies cutanées avec des amartomes, et puis des anomalies du squelette avec notamment une scoliose relativement importante. Certainement, dans le syndrome de Clove, la mutation survient très tôt au cours du développement embryonique, et du coup, vous avez des malformations qui sont relativement étendues. En 2012, le gène est identifié comme étant responsable de ce syndrome de surcroissance, et du coup, il y a 2 ans plus tard une conférence au NIH pour essayer de mettre sous la même appellation tous ces syndromes. Et donc, théoriquement, on ne parle plus de syndrome de Clove, de Klippel-Trenaunay, d'hémimégalencéphalie ou autre. On doit parler de PROS, PIK3CA alpha Related Overgrowth Spectrum, ou syndrome d'hypercroissance dysharmonieuse lié à une mutation du gène PIK3CA. Lorsque vous avez bien entendu ce genre de malformation, vous pouvez vous attendre à avoir des symptômes plus ou moins sévères. Lorsque vous avez des malformations vasculaires, vous risquez d'avoir des hémorragies, des thromboses avec embolie pulmonaire, c'est une cause classique de décès lorsque vous avez des malformations veineuses. Les anomalies lymphatiques que vous connaissez bien s'accompagnent de poussées inflammatoires régulièrement, avec des douleurs extrêmement intenses, de la fièvre qui nécessite des corticoïdes, des antibiotiques. Vous pouvez avoir parfois des fuites lymphatiques majeures, avec du coup une porte d'entrée infectieuse. Si le cerveau est touché, vous allez avoir des troubles du développement cognitif, avec de l'épilepsie parfois sévère. Et puis ensuite, vous pouvez avoir tout type, bien sûr, d'impact en fonction de la présentation clinique. Jusqu'il y a récemment, il n'y avait pas de traitement pour ces syndromes de surcroissance et les patients étaient traités de manière symptomatique, des antalgiques, des anticoagulants, des antibiotiques, des corticoïdes. Bien sûr, du laser pour améliorer les anomalies cutanées capillaires, des sclérothérapies ou des embolisations pour les anomalies vasculaires veineuses et ou lymphatiques, et puis ensuite des chirurgies souvent mutilantes, puisqu'on essaye de réséquer une partie de la malformation ou la malformation plus ou moins complètement, avec souvent des conséquences majeures. Alors moi, je ne sais pas si on peut baisser un peu la lumière juste devant, si c'est faisable, mais je suis néphrologue adulte, c'est ce que je vous disais en préambule. Et donc, je ne connaissais rien à ces syndromes-là, anomalies liées à PIK3CA. Mais j'avais une petite équipe de recherche où on travaillait sur le rôle de cette voie PIK3CA à KT-mTOR dans le contexte des maladies rénales chroniques, c'est-à-dire qu'on essayait de comprendre comment le rein s'adapte à l'insuffisance rénale. Et lorsque vous perdez un certain nombre de néphrons, eh bien, les autres ont besoin de surcompenser le travail et du coup, cette voie est recrutée. Donc, on essayait de voir comment l'activer, l'éteindre, etc. Et en 2015, merci beaucoup, en 2015, ma vie a changé grâce à ce patient qui est venu me voir pour la première fois en septembre 2015. Il avait un syndrome de Clove et une insuffisance rénale. Alors, pour faire une histoire courte, ce jeune garçon qui avait 25-26 ans quand il est venu nous voir en septembre 2015, il était né à Bordeaux. Depuis la naissance, il avait des malformations étendues sur l'ensemble du corps, vasculaire, des amartomes, d'hypertrophie asymétrique du membre inférieur, une scoliose relativement importante. Au cours des 10 premières années de vie, il a été opéré plus d'une trentaine de fois pour essayer de réduire le volume des malformations. Il a eu beaucoup d'embolisations radiologiques et malheureusement, en 2007, il devient paraplégique à cause de cette volumineuse masse dans le dos. Et une paraplégie qui est irréversible. Et à partir de ce moment-là, les médecins qui s'en occupaient à Bordeaux, généticiens, radiologues, chirurgiens, décident d'arrêter tout traitement interventionnel en se disant que son état est trop fragile. Et ils décident de lui proposer comme traitement de la rapamycine, du sirolimus, que vous connaissez, qui est un inhibiteur de mTOR, sans avoir la moindre connaissance du gène qui était responsable du syndrome de Clove, mais en se disant que la rapamycine pouvait bloquer la prolifération des cellules, c'était quelque chose qui était connu, et donc peut-être ça pourrait améliorer son état général. Donc il débute la rapamycine en 2007, qui va garder jusqu'en 2015 quand il vient nous voir, mais la rapamycine n'a pas amélioré grand-chose, a peut-être amélioré un peu quelques malformations lymphatiques, mais n'a pas changé l'évolution de la maladie. Mais néanmoins, comme il y avait que ça comme traitement, il l'a gardé. Ce garçon est extrêmement brillant. Il a continué d'aller à l'école, il a intégré une grande école d'ingénieurs et puis il a été ensuite en Suisse pour aller être recruté à Polytechnique Lausanne. Donc vous voyez quelqu'un qui a une tête extrêmement bien faite. Et alors qu'il est à Polytechnique Lausanne entre 2010 et 2013-2014, les médecins de là-bas voit passer le papier de Matthew Worman sur l'identification des mutations PIK3CA responsables du syndrome de Clove. Il lui réalise donc une biopsie cutanée sur l'oreille. Et à l'époque, il fallait 2 ans. 2 années plus tard, il lui rend le diagnostic génétique en lui expliquant qu'il a une mutation gain de fonction de PIK3CA en mosaïque qui est responsable de l'ensemble de l'état, de l'ensemble de la présentation clinique. Il est recruté en 2015 à Paris, chez un industriel de l'aviation.
Et alors qu'il est à Paris, son état général se dégrade. Il a des œdèmes qui sont de plus en plus importants, il a une grande fatigue, il a des malformations qui continuent de progresser et il a une insuffisance cardiaque qui s'accentue. Le débit cardiaque normal, je vous rappelle, c'est 3,5 litres minutes. Lui, il avait 18 litres minutes quand on l'a rencontré. Donc, une grande fatigue, une dyspnée, ses œdèmes et ses malformations qui progressent. Et il faisait des bilans biologiques régulièrement pour doser la rapamycine dans le sang, parce qu'il faut surveiller le taux sanguin. Et au cours de l'été 2015, il est découvert une insuffisance rénale sur les bilans biologiques avec beaucoup de protéinurie. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il est adressé en consultation et qu'on le découvre pour la première fois. Donc, vous voyez, en septembre 2015, il avait un état général relativement altéré avec des malformations assez diffuses, disséminées. Ce que je vous disais, un membre inférieur gauche qui était plus gros que le droit, une hypertrophie asymétrique de l'oreille et un état général relativement altéré. On réalise beaucoup d'examens, donc là c'est son poids, et vous allez comprendre pourquoi on le représente comme ça. Il avait 85 kg d'œdème et de malformation, circonférence thoracique et abdominale. On mesure le BNP, qui est un biomarqueur de l'insuffisance cardiaque. La normale est en dessous de 100, lui il était entre 2 et 3000. L'insuffisance rénale était mesurée par la créatinine, qui est aux alentours de 180-200, et qui, pour une norme en dessous de 100, donc une insuffisance cardiaque avancée, une insuffisance rénale. Et puis on fait beaucoup d'imagerie. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec les scanners, mais donc là vous avez un scanner thoracique, abdominal et pelvien. Et donc sur le thorax, on voit qu'il a un très gros thorax avec un cœur qui est plus volumineux que la normale, des malformations en arrière de la colonne vertébrale, une hépatosplénomégalie, un gros foie, une grosse rate, des vertèbres, vous voyez, totalement anormales avec une infiltration diffuse sous-cutanée et une scoliose qu'on voit assez bien du coup dans le pelvis avec des paquets vasculaires mal formés qui déforment tout. On discute de son cas avec les chirurgiens transplanteurs du cœur, transplanteurs du rein, l'éventualité de pouvoir faire une dialyse avec un peu tout le monde. Et malheureusement, on en conclut que son état général est trop altéré, il est trop fragile et qu'on ne peut pas lui proposer d'alternatives thérapeutiques autres que des soins de support, donc on lui propose uniquement des soins de support. Donc c'était une nouvelle assez difficile parce qu'on n'avait vraiment rien à lui proposer, il avait déjà le traitement optimal de l'insuffisance cardiaque. Et donc, je retourne au laboratoire, encore une fois j'ai une petite équipe à ce moment-là, et on était tous affectés par cette nouvelle, et je commence à regarder en fait ce qu'il y avait de connu sur la mutation PIK3CA qu'il portait. En fait, il se trouve que cette mutation PIK3CA, eh bien, elle était fréquemment retrouvée en cancérologie, c'est ce que je vous ai dit au début. Un tiers des cancers du sein portent la mutation PIK3CA, et en plus la même que la sienne dans la plupart des cas. 25% des cancers du côlon, 50% des cancers de la thyroïde. Donc c'est une mutation récurrente qu'on retrouve en cancérologie. Et je me suis dit, mais si vous avez une mutation récurrente avec une activation excessive d'une protéine, peut-être que les industriels de la pharma développent des inhibiteurs pharmacologiques pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer avec mutation PIK3CA. Et donc, en septembre-octobre 2015, je vais regarder tout ce qu'il y a sur Internet, donc sur Google. À chaque fois, ça fait beaucoup rire les gens, mais ça a commencé comme ça. Et puis, sur les pipelines de laboratoire, les publications, etc. Et voici ce qu'on pouvait trouver donc, en septembre-octobre 2015. Vous aviez effectivement plein d'industriels de la pharma qui développaient des inhibiteurs de PI3 kinase. Alors, vous savez que vous avez 4 classes de PI3 kinase, avec à chaque fois des fonctions cellulaires différentes. Et utiliser un pan-inhibiteur des PI3 kinases pouvait potentiellement s'accompagner d'effets secondaires multiples et graves. Et donc, j'étais inquiet de choisir une de ces molécules en cours de développement. Vous aviez des industriels de la pharma qui développaient aussi des inhibiteurs des PI3 kinases couplés à des inhibiteurs de mTOR. Et donc là, pareil, un risque majeur d'avoir des effets secondaires importants. Et dans toutes ces molécules, finalement, quasiment toutes ont échoué en phase 2 ou phase 3 d'essais cliniques en raison d'effets secondaires ou de manque d'efficacité. Et puis, à ce moment-là, en septembre-octobre 2015, vous aviez 3 compagnies, parce que Genentech et Roche en fait développaient le même composant, qui développaient un inhibiteur pharmacologique qui était censé être plus spécifique de PIK3CA alpha. Et le plus avancé à ce moment-là, en termes de développement, était celui de Novartis, qui s'appelle le BYL 719. Et cette molécule venait de terminer une phase 1 d'essai clinique en cancérologie du sein. C'est-à-dire qu'il avait été donné aux États-Unis chez des patients qui avaient un cancer du sein, avec bien sûr une mutation PIK3CA, qui ne répondaient pas au traitement habituel et chez lesquels on pouvait donner cette molécule
BYL 719 avec une escalade de dose. On commence à 250 mg par jour jusqu'à 1 gramme. Le but, vous savez, dans une phase 1 est de tester en fait la tolérance maximale de ce traitement. Éventuellement, s'il y a une efficacité, tant mieux. Et donc, je contacte Novartis France, Novartis Oncologie, Novartis Le Global en Suisse. Beaucoup de discussions, vous imaginez bien. Je contacte la NSM, qui est l'agence du médicament. Et au bout de 3 mois de discussion, finalement, on obtient l'autorisation, qui était la première, de proposer cette molécule qui n'était pas un médicament, encore une fois, le BYL 719 à la dose de 250 mg par jour, qui était la dose la plus faible de l'essai clinique de phase 1, chez notre patient. On l'obtient puisque le laboratoire a accepté de nous la mettre à disposition, ce qui est relativement remarquable, puisque beaucoup d'autres laboratoires nous ont refusé d'accès à d'autres molécules pour d'autres pathologies. Et on obtient l'autorisation de la NSM, mais la NSM m'explique que sous cet ATU nominatif, c'est ma responsabilité, bien entendu, qui est engagée en cas de problème. Et donc, on obtient l'autorisation le 24 décembre 2015. Donc là, je lui dis, écoutez, allez, partez voir vos parents et votre famille à Noël. Et puis, on débute début janvier 2016. Début janvier 2016, il revient nous voir. Et comme on n'avait aucune idée de ce que l'on pouvait attendre d'un tel traitement, on a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'imagerie pour essayer d'avoir une belle volumétrie des différentes malformations, pris beaucoup de photographies, et ça c'était un plus, vous allez le voir, parce qu'on se disait que si ça fonctionnait, éventuellement, ça ralentirait la progression des malformations. On avait déjà pris quelques photographies avant, et on s'était dit, ben voilà, on aura stabilisé les anomalies. Et en fait, il débute le traitement le 3 ou 4 janvier 2016, et très vite, en fait, il m'appelle, il me dit, Guillaume, il y a un truc qui est en train de se passer, je suis moins fatigué, j'ai moins d'œdème, je pisse de plus en plus. Alors on s'est dit, voilà, s'il pisse de plus en plus, c'est qu'il est devenu diabétique. Vous savez que le récepteur à l'insuline signale par PIK3CA. Si vous bloquez PIK3CA, vous allez avoir une insulinorésistance. Donc on le fait revenir, on dose sa glycémie qui était normale. Et donc il n'était pas diabétique, mais effectivement il se passait quelque chose. Et je vais vous montrer plein de photos. Mais donc maintenant, ça fait 7 ans qu'il est traité. Et ça, c'est sa courbe de poids. Il a perdu quasiment une trentaine de kilos de malformations et d'œdème. Et puis vous avez circonférence thoracique et abdominale. Alors je vous ai dit qu'on a pris beaucoup de photos, et c'est ce qui a été probablement un plus dans cette histoire, pour essayer de documenter parfaitement. Donc là, il est couché sur le dos, vous avez cette malformation vasculaire du flanc gauche qui déborde, que vous voyez assez facilement. Et au bout d'une semaine, effectivement, il y a quelque chose qui s'était passé. On avait vu que la malformation avait diminué de volume, la peau était plus régulière, les malformations veineuses moins irrégulières. Et donc, son état général s'est amélioré, puis semaine après semaine, mois après mois, on a vu un changement assez phénoménal de son état général. Et là, c'est une photo de lui en novembre dernier ou décembre, quand il est venu nous voir pour la dernière fois. Vous voyez que la masse a nettement réduit de volume, il rentre dans le cadre de l'appareil photo. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on continue à constater une amélioration, on n'est pas arrivé encore au maximum de l'amélioration. Une autre vue de ce jeune patient, il est couché sur le côté droit, vous avez son épaule gauche ici, son dos avec cette volumineuse masse qui englobe donc le flanc et qui s'étend dans le dos. Et voici l'image après donc, quasiment 7 ans de traitement. Donc la masse a diminué d'au moins 80%. Elle n'a pas disparu, elle ne disparaîtra jamais, il ne sera jamais guéri, mais néanmoins l'évolution est relativement remarquable. Une autre vision de ce jeune patient de profil, je vous ai dit qu'il avait une scoliose importante, et vous voyez que la scoliose s'est améliorée, il a un dos qui est plus droit, malformations du flanc droit qui se sont nettement améliorées, tout comme cet amartome dans le dos, que vous allez voir ici, qui a réduit de volume de manière assez nette, sans chirurgie, sans sclérothérapie bien sûr, et globalement il s'est affiné. Et il avait une hypertrophie de l'oreille gauche avec un amartome qui remontait jusque sur le lobe de l'oreille. Vous voyez que l'hypertrophie s'est améliorée avec du coup une oreille qui est moins infiltrée, tout comme l'amartome cervical et la chéloïde. Alors quand on a vu que ça fonctionnait, alors c'était l'excitation complète. On a commencé par faire n'importe quoi. On a fait des imageries tous les mois, scanner, IRM, parce qu'on voulait absolument documenter tout cela. Et on s'est rendu compte qu'en fait, finalement, une imagerie tous les 6 mois suffisait largement pour voir des changements. Mais voici quelques coupes de scanner, vous voyez, au bout d'un an, et puis 4-5 ans de traitement, on n'a pas mis les dernières. C'est le même grossissement. Vous voyez, la circonférence thoracique a nettement diminué. Les malformations dans le dos qui se sont également réduites en volume. Et puis, vous voyez la cardiomégalie, c'est la même section qui a nettement diminué. Dans l'abdomen, la même chose. Il a toujours des malformations vasculaires et il gardera toujours des malformations vasculaires, mais néanmoins, l'abdomen a réduit de volume et l'infiltration est nettement moindre, tout comme le pelvis. On a également fait des IRM, et donc là, il est debout devant vous. C'est une reconstruction 3D des vaisseaux. Vous avez son bras droit ici, son bras gauche ici. Ça, c'est la veine cave. Le diamètre normal, c'est 4 cm. Elle faisait 12 cm chez lui. Vous voyez qu'elle a réduit de volume, et les paquets vasculaires ont également réduit de volume, tout en étant encore présents. Notre préoccupation principale, je vous l'ai dit, c'était son insuffisance cardiaque à haut débit.
avec un BNP qui est extrêmement élevé. Je vous ai montré que le scanner montrait une amélioration de la cardiomégalie. Et lorsqu'on a introduit le traitement, très rapidement, on a vu le BNP qui s'est effondré pour revenir dans la norme, avec une échographie cardiaque à 3 mois qui montrait une amélioration nette du débit cardiaque, une normalisation. Très certainement, il a la mutation au sein des cardiomyocytes. Et la fonction rénale s'était stabilisée, mais malheureusement, elle s'est redégradée récemment. Néanmoins, on lui a permis pendant 6 ans de ne pas atteindre la dialyse. Alors, on avait ce premier patient qui répondait extrêmement bien au traitement. Là, ça a été un peu l'euphorie. Donc, je suis retourné au laboratoire et on a regardé ce qu'il y avait comme modèle murin pour pouvoir travailler sur ces différentes malformations. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de modèle satisfaisant. Donc, on a essayé d'en créer un. Et pour faire cela, on a utilisé une approche classique qui s'appelle une creux-recombinase avec un système LOX. Donc on a utilisé une CAG-creux-ER, c'est une creux-recombinase qui est exprimée dans toutes les cellules du corps de la souris, qui est inductible par le tamoxifène. Si vous donnez beaucoup de tamoxifène, vous avez une recombinaison dans quasiment toutes les cellules. Si vous donnez peu de tamoxifène, vous n'avez que quelques cellules qui vont recombiner et vous avez une pseudo-mosaïque. Et on a croisé ces souris avec d'autres souris que l'on avait créées, où on a créé une mutation de PIK3CA extrêmement active, beaucoup plus active que celle que l'on trouve chez les patients, parce qu'il y avait déjà eu des gens qui avaient essayé d'utiliser les variants humains chez la souris, et ça ne donnait que peu de phénotypes. Donc on a utilisé un mutant qui donne une activation de 20 à 40 fois plus de recrutement de la voie AKT-mTOR que ce que donnent les variants classiques chez l'homme. Et pour faire cela, on a fusionné le gène P110-alpha avec P85-alpha, qui est la sous-unité régulatrice, qui donne naissance à une protéine qui est extrêmement active. Et pour éviter son activation spontanée, il y avait une cassette stop devant, entourée de sites LOX, et derrière une cassette GFP qui permet de suivre les cellules parce qu'elles deviennent vertes fluo quand il y a une recombinaison. Quand vous croisez ces cellules que vous donnez du tamoxifène, la creux-recombinase est exprimée, elle va reconnaître les sites LOX, elle enlève la cassette stop et du coup votre protéine malade va s'exprimer. On a utilisé ce système pour travailler sur des souris adultes parce qu'on voulait éviter d'avoir des problèmes de développement embryonnaire, et en jouant avec plein de doses de tamoxifène, on a identifié la dose qui nous correspondait le mieux pour essayer d'obtenir un phénotype qui était une dose unique de tamoxifène que vous voyez là à l'âge adulte. Et lorsque l'on fait ça, on a une recombinaison de l'ordre de 4% dans les tissus. Et quand vous avez induit votre maladie à 3-4 semaines de vie chez la souris, eh bien dans les 15 jours qui suivent, toutes les souris vont développer à peu près le même type de malformation. Vous avez des angiomyolipomes, vous avez des malformations veineuses et lymphatiques, parfois des malformations plus complexes, des hypertrophies asymétriques de pattes, une stéatose hépatique, des malformations vasculaires, etc. Il y a bien sûr une activation excessive de la voie. Donc ce modèle, si vous le laissez se développer, en 15 jours, elles ont toutes les malformations et globalement, 1 mois après induction de la maladie, elles meurent du fait de la sévérité de la maladie. Elles meurent d'embolie pulmonaire, elles meurent de saignement, elles meurent d'hypoglycémie profonde parfois. On a voulu bien sûr tester l'efficacité du coup de cette molécule, BYL719. Donc on a induit la maladie chez un certain nombre de souris, on les a traitées pendant 15 jours et c'était assez remarquable chez la souris puisque les malformations fondaient assez vite, beaucoup plus vite même que chez le patient. On a fait beaucoup d'imagerie, notamment de scanners, et lorsqu'on fait des scanners et des IRM, on mesure le volume des malformations et vous voyez qu'en 15 jours, on avait une réduction de l'ordre de 80%. On avait même été appelé pour des souris qui étaient en très mauvais état général. Oui, voilà, il y a une vidéo, notamment par exemple celle-ci. Je ne sais pas si ça marche. Non, tant pis. C'est pas grave. Une souris qui avait une paraplégie et qui avait récupéré de la paraplégie. La question suivante était, peut-on interrompre le traitement? Est-ce qu'on a guéri les souris ou simplement on a mis la protéine mutée sur pause et du coup, est-ce que les malformations vont réapparaître lorsqu'on arrête le traitement? Pour répondre à cette question, on a induit la maladie, vous voyez qu'il y a des malformations, on a traité pendant 2 semaines une amélioration des différentes malformations, on arrête le traitement et qu'est-ce qui se passe 2 semaines après, puis 4 semaines après, vous voyez que les malformations sont toutes revenues, il n'y a pas de flambée de la maladie, mais néanmoins, il n'y a pas non plus de guérison de la pathologie. Donc on avait ce premier patient en 2016 qui répondait bien au traitement, on avait ce modèle murin qui commençait à donner des résultats très satisfaisants. J'ai regardé sur Wikipédia et j'ai vu que c'était une pathologie rarissime, qu'il n'y avait que 50 cas dans le monde, et donc on avait peu de chances de voir un autre patient finalement à Necker. Et je me suis dit que c'était probablement faux, et donc du coup j'ai profité d'être à Necker et d'aller voir les différents spécialistes qui pouvaient potentiellement prendre en charge ces patients. Donc, je suis allé voir les généticiens, je suis allé voir les dermatologues, je suis allé voir tout type de chirurgiens maxillofacial,
ORL, etc. On a tous discuté et j'ai commencé à partager avec eux les données du premier patient, du modèle murin. Et là, en fait, tous m'ont dit « mais moi, j'ai déjà vu un patient, un deuxième patient, un troisième patient ». Et on a rapidement eu un groupe de 50 malades qui étaient connus de Necker avec une mutation PIK3CA qui était identifiée. Et au sein de ce groupe de patients, il y en avait une qui sortait du lot et qui avait une maladie relativement sévère, et je vais vous présenter. Et du coup, les chirurgiens m'ont dit il faut lui proposer un traitement médicamenteux puisqu'on ne peut pas lui proposer de chirurgie, on ne peut rien faire. Et donc, je suis retourné voir l'Agence du médicament, retourné voir l'ANSM, retourné voir Novartis. On a discuté tout autour d'une table. Et après de multiples discussions, vous imaginez bien traiter avec un médicament entre guillemets anticancéreux un enfant, il a fallu arriver à convaincre tout le monde, mais l'ANSM avait vu les données d'efficacité chez le premier malade. On a fait un ratio poids-dose pour essayer de déterminer la meilleure dose chez cet enfant. Et on a obtenu 50 mg par jour versus 250 mg chez le premier adulte. Mais c'est également la dose la plus faible qu'à cette époque-là, Novartis pouvait nous fournir. Et donc, cette première petite fille qui avait 6 ans avec une volumineuse malformation vasculaire qui s'étendait du bras et qui pénétrait jusque dans le thorax, qui était extrêmement douloureuse, qui avait des suintements permanents du bras à cause des anomalies lymphatiques, des saignements permanents du coude à cause des malformations veineuses, qui avait déjà eu de la chirurgie, qui avait déjà eu des sclérothérapies, mais qui résistait à tout traitement, et que l'on avait du mal à approcher au départ tellement elle pleurait, elle était extrêmement inquiète. Et finalement, on lui a donné le traitement, et en 6 mois, on a eu une évolution remarquable avec une fonte du bras, une disparition assez vite des douleurs, une disparition des saignements, des suintements, et puis donc elle est toujours sous traitement, et vous voyez que son bras a nettement diminué de volume, et c'est toujours le cas, on continue bien sûr de la surveiller, et vous voyez qu'elle continue de s'améliorer au fil du temps, et de grandir. Surtout, ça c'est une chose importante, on va en discuter par la suite. Donc vous voyez dans le dos les malformations qui ont nettement diminué. On avait fait beaucoup d'imagerie chez elle aussi, et vous voyez ici une IRM de face, vous avez son bras droit ici, le bras gauche est là, la partie droite du thorax, la partie gauche. Théoriquement, on devrait avoir un poumon tout noir ici, vous voyez qu'il y a cette énorme masse dans le poumon, qui comprime tout, et au bout de 2 ans de traitement, la masse a quasiment disparu et le bras s'est nettement désinfiltré en IRM. Alors là, on était tous hyper excités, et donc on a demandé si on pouvait traiter 17 patients supplémentaires, adultes, enfants, et on a eu l'autorisation de l'ANSM et de Novartis, des adultes et des enfants, dans ce protocole compassionnel. Et là, je vous ai mis juste une adulte à l'époque que l'on avait traitée, qui était la plus âgée, qui avait 50 ans, qui avait 250 mg de morphine par jour en raison de douleurs extrêmement intenses, une oppression thoracique permanente, elle ne se levait jamais de son lit, et elle a perdu 50 kg avec le traitement, et elle m'avait envoyé une photo de ses chaussures avant-après traitement pour vous donner une idée de réduction du volume, et elle a été sevrée de morphine en 3 mois. Alors, on a publié ce papier en juin 2018, où j'étais encore un peu néphrologue à ce moment-là, et là, c'était devenu complètement fou parce qu'on n'a pas eu d'idée d'abord du nombre de patients qui existaient avec ce genre d'anomalie, et puis surtout de l'impact que ce papier aurait pour les médecins qui prenaient en charge ces patients et pour les patients. Et donc on a reçu très rapidement plus de 4000 demandes en quelques mois du monde entier, de médecins et puis de patients qui nous contactaient directement. On avait mis en place un formulaire quand on a vu le nombre de demandes qui arrivaient, et donc les gens nous ont contactés assez vite, et ça continue. On a tout le temps des nouvelles demandes. On a une cohorte à peu près de 3000 patients. Ils n'ont pas tous une mutation PIK3CA, mais on a environ 60% d'entre eux qui ont une mutation PIK3CA. Là, la diapo n'est pas tout à fait vraie. On a un peu plus de 225 patients qui sont traités par BYL719 dans ce protocole compassionnel, donc on va en discuter, qui maintenant s'appelle Alpelisib, cette molécule. Et puis heureusement, il y a eu d'autres publications. Puisqu'une fois qu'on a publié ça, qu'est-ce qui s'est passé? Novartis a ouvert un Managed Access Programme, c'est-à-dire un programme d'accès à cette molécule pour les médecins qui voulaient y avoir accès, pouvoir traiter des formes graves dans leur pays. Donc en fait, ils ont reçu beaucoup de demandes. Et du coup, il y avait d'autres médecins ailleurs qui ont commencé à prescrire ce traitement pour en juger l'efficacité, puis des publications qui ont suivi. Et là, juste pour la petite histoire, j'ai regardé sur Wikipédia, ils ont retiré le nombre de patients parce qu'en fait, ils se sont probablement rendus compte que ce n'était pas tout à fait exact. Alors une fois qu'on avait publié ça, en fait, l'étape d'après, c'était comment faire pour avancer et faire en sorte que cette molécule puisse être disponible le plus rapidement possible pour les patients. Je vous ai dit, donc ça c'était les premières années, on a publié ça en juin 2018, et puis de juin 2018 à décembre 2018, on a eu une période de flottement où on ne savait pas ce que Novartis voulait faire, on avait beaucoup de sollicitations de patients, on voyait de plus en plus de patients, on prescrivait de plus en plus d'ATU nominatifs, de protocoles compassionnels, parce qu'il y avait beaucoup de patients graves. Et en fait, Novartis continuait le développement de cette molécule dans le cancer du sein, phase 2, phase 3. Et en décembre 2018, finalement, ils ont obtenu les résultats de la phase 3 qui était positif dans le cancer du sein. Ils nous ont recontactés en nous disant, voilà,
la phase 3 est positive, on va faire une demande auprès de l'agence américaine et l'agence européenne de mise sur le marché dans le cancer du sein pour cette molécule. Donc c'est déjà une première bonne nouvelle, ça veut dire que la molécule n'allait pas être abandonnée en termes de développement. Et donc là, on s'est mis autour d'une table au début janvier 2019 en se disant comment faire pour aller le plus vite possible sans faire l'essai randomisé classique, un bras placebo, un autre traitement, en sachant que ça allait nous prendre des années, parce que vous avez vu que la présentation clinique était extrêmement variable. Et donc, ils m'ont dit qu'ils avaient de plus en plus de patients traités dans le monde. Nous, on en avait également beaucoup. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un essai clinique que l'on appelle de vie réelle, c'est-à-dire collecter toutes les informations des patients qui ont été traités à Necker et ailleurs, et voir ce que l'on pouvait en sortir comme données. Et donc, on est allé, Novartis on a créé cet essai clinique EPIC-P1, et Novartis a contacté la FDA et l'Agence européenne du médicament pour leur proposer. L'Agence américaine du médicament était intéressée. Donc, en juillet 2019, ils ont invité Novartis à présenter le design de cet essai clinique, et ils m'ont invité comme expert pour aller présenter nos données qu'on avait déjà obtenues et discuter du design de cet essai clinique. Et la FDA nous a dit, c'est potentiellement intéressant, mais il faut que vous collectiez toutes les informations relatives à la tolérance aux effets secondaires de ce traitement, notamment chez les enfants, sur la croissance, la puberté, et puis éventuellement les effets positifs. Donc on est revenu de cette réunion extrêmement motivée, et au cours de la fin de l'année 2019 et jusqu'à mai 2020, on a établi cet essai clinique. Il a fallu contractualiser avec tous les centres qui avaient participé à la prescription de ce traitement. Il a fallu contractualiser avec une boîte indépendante qui allait analyser les données. Et donc, ça a pris un peu de temps. Et on a commencé à collecter les données à partir d'août 2020, donc en pleine période de pandémie. Et donc, la collecte de données a nécessité beaucoup de choses, puisqu'il fallait reprendre les données de tous les patients, de la naissance jusqu'à après la prescription. Donc c'est ce qu'on a appelé l'essai clinique EPIC-P1. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en pratique, on a collecté toutes les informations avant traitement puis après traitement, et toutes ces informations ont été analysées par une boîte indépendante aux États-Unis. Ils ont regardé toutes les imageries, photographies, IRM, scanner, sans savoir si le patient recevait ou pas encore le traitement. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit, voilà, quand on regarde et quand on lève l'aveugle, on se rend compte qu'il y a 37,5% des patients qui, à 6 mois, ont une diminution d'au moins 20% des malformations, et 74% d'entre eux ont une diminution entre 0 et 20%. En tout cas, il n'y a pas de progression au cours de l'administration du traitement. Et ce qui nous a paru le plus important, c'était les symptômes en fait associés à cette maladie, parce que c'est une maladie qui est extrêmement invalidante. Et on a collecté la fatigue, l'aspect des malformations, les asymétries, parce qu'on faisait mesurer les circonférences, etc. La coagulation intravasculaire disséminée, la douleur. Et vous voyez, on a gradé ça selon la classification qu'on appelle CTCAE, qui est une classification de cancérologie. Plus c'est orange-marron, plus c'est sévère, et plus c'est bleu-vert, moins c'est grave. Et donc vous voyez qu'au fil du temps, avant introduction du traitement, puis au fil de l'étude, on s'est rendu compte que les patients s'amélioraient sur tous les symptômes. Et c'est quelque chose qui arrive relativement vite, notamment pour la fatigue et la douleur en quelques semaines. C'est une première chose que l'on note. Ça, c'était les chirurgies qui avaient eu lieu et n'a pas eu post-introduction du traitement. Et en termes d'effets secondaires, qu'est-ce qu'on a observé ? En fait, on a vu les effets secondaires qui étaient attendus en termes d'utilisation de la molécule, la même chose que pour l'essai clinique dans le cancer du sein, mais avec une moindre fréquence, parce qu'en fait, on utilise des doses beaucoup plus faibles, 50 mg chez les enfants, 250 mg chez l'adulte. Dans le cancer du sein, la dose initiale est de 350 mg par jour, avec la possibilité d'augmenter si ça ne suffit pas. Et alors, qu'est-ce qu'on a eu comme effet secondaire ? On a quelques patients, notamment adultes, qui ont eu des hyperglycémies. On a eu quelques diarrhées, quelques aftes. On a des jeunes filles entre 16 et 25 ans qui ont une alopécie de grade 1, qui peuvent perdre un peu leurs cheveux liés au traitement. Et ça arrive de manière périodique dans l'année, en général automne-printemps. Mais globalement, au cours de cette étude, aucun des patients n'a arrêté le traitement en raison d'effets secondaires. Et à la fin de l'étude, on avait 91% des patients qui étaient toujours traités. Ces données ont donc été, encore une fois, analysées au cours de l'été 2021 par cette CRO indépendante, et puis soumises à la FDA au cours du mois de septembre 2021. La FDA a regardé l'intégralité des données, et en parallèle, à la demande de l'EMA, on a fait ce qu'on appelle l'essai clinique EPIC-P2. C'est un essai clinique randomisé classique avec un groupe qui reçoit un placebo, un groupe qui reçoit le traitement. Et ça, c'est un essai clinique qui est en cours depuis l'année dernière, mais qui va prendre beaucoup de temps, puisqu'il y a 175 patients à travers le monde. Le recrutement est quasi terminé. On était un peu retardé par la Chine, mais qui va nécessiter du temps d'analyse. On a présenté ces données à l'ESMO l'an dernier, et puis surtout, ces données étaient soumises à la FDA au mois de septembre 2021. Et de septembre 2021 à novembre 2021, la FDA a analysé l'intégralité des données des 57 patients,
Et fin novembre 2021, ils nous ont convoqués pour nous demander, devant la division oncologie, donc vous aviez 150 personnes, de présenter les résultats et d'en discuter. Donc Novartis a présenté pendant une demi-heure les résultats, puis ensuite je me suis retrouvé avec une experte américaine, Denise Adams, pour discuter des biais potentiels, des effets positifs, des effets négatifs, des choses qu'on aurait pu rater, etc. Et on s'est rendu compte à la fin de cette discussion de 2 heures qui était extrêmement intense et qui était épuisante, qu'il y avait un véritable intérêt de la FDA potentiellement pour cet essai clinique et les résultats. Et au cours du mois de décembre, fin décembre 2021, j'ai reçu un mail de la FDA me disant « On est potentiellement intéressé, mais on va venir vérifier si vos données sont vraies. » Et donc, on vient à Necker pendant 15 jours. D'habitude, c'est une semaine, mais là, comme c'était la première fois qu'ils pouvaient potentiellement donner l'autorisation sur un essai clinique de vie réelle, ils ont passé 15 jours l'an dernier, donc de mi-février à fin février, et ils ont tout regardé. Ils ont regardé l'intégralité des 44 patients sur les 57 donc, qui venaient de Necker. Ils ont regardé tous les dossiers cliniques avec des traducteurs assermentés. Ils ont regardé toute la biologie, toutes les photographies, tous les scanners, toutes les IRM. Ils sont allés à la pharmacie vérifier la température de la pharmacie sur les 4 années, regarder toutes les ATU. Tout a été vérifié, ce qui est normal d'ailleurs, mais tout a été regardé dans le détail. Et puis, à la fin de cette inspection, qui était probablement la pire période de ma vie, ils sont partis, mais on avait le sentiment que quelque chose était plutôt positif. Et puis, 15 jours ou 3 semaines après le départ des inspecteurs, j'ai reçu ce courrier qui venait donc de la FDA. Et alors là, je ne vous raconte pas, je tremblais quand j'ai reçu ce courrier. Et en l'ouvrant, en fait, c'était plutôt la récompense. Il nous disait qu'il n'avait trouvé aucune anomalie de ce qu'il appelle de compliance, c'est-à-dire qu'on avait rapporté les données comme il fallait, on n'avait rien omis, on n'avait donc rien caché, on n'avait rien manipulé, que tout était traçable. Et donc, potentiellement, ça ouvrait la porte à une mise sur le marché. Et c'est ce qui s'est passé quelques semaines plus tard, puisqu'au mois d'avril l'année dernière, le 6 avril exactement, donc il y a pratiquement un an, la FDA a approuvé ce traitement. Donc c'est une autorisation accélérée, on appelle ça, on pourra en discuter après, de ce traitement alpélisible pour les patients qui sont atteints de ce syndrome-là. En parallèle, donc on a cet essai clinique EPIC P2, je vous ai dit, qui est en cours, et puis l'essai clinique EPIC P3, qui est le suivi au plus long cours des premiers patients traités. On a continué bien sûr de travailler, on n'a pas fait que ça, et donc on a notamment sous la pression de nombreux médecins, on avait été beaucoup sollicité pour des nourrissons. Les plus jeunes enfants qu'on avait traités avaient 2 ans, et en fait on avait été sollicité pour des enfants qui avaient une forme extrêmement grave de la maladie, comme cette petite fille qui avait une malformation vasculaire extrêmement sévère du membre inférieur droit, du pelvis et de l'abdomen, comme vous pouvez le voir, qui était quasiment hospitalisée depuis la naissance en réanimation pour des chocs septiques à répétition. Pour laquelle il y avait un traitement anticoagulant en cours en permanence, des traitements antibiotiques en permanence sans que ça influe sur le devenir des différents sepsis. Une chirurgie qui était inenvisageable. Et donc, au bout de multiples discussions, on a décidé de lui proposer de l'alpélizib. Et voici l'évolution après 1 an de traitement, avec une diminution qui était relativement remarquable du volume des malformations en IRM. Elle avait une croissance qui s'était cassée, qui a repris une croissance normale, staturopondérale. Et puis surtout, elle est sortie d'hospitalisation en 1 mois. Et elle a ensuite n'a plus jamais eu d'infection, plus jamais eu de thrombose, et elle n'a plus d'antibiotiques ni de traitement anticoagulant, et elle marche correctement maintenant. Elle était dans les journaux, vous l'avez peut-être vu. On avait également en parallèle traité ce petit garçon qui venait de Nantes, qui avait une hémimégalencephalie avec une épilepsie réfractaire, un syndrome de West, et l'introduction du traitement, en plus du traitement antiépileptique, a permis de faire céder l'épilepsie. Ce qui est assez intéressant dans son cas, mais ça on l'avait vu chez d'autres, c'est qu'on n'a pas de modification du volume du cerveau, on a des modifications de la perfusion cérébrale qui peut-être expliquent l'impact sur l'épilepsie, mais néanmoins on n'a pas de volume d'hémimégalencephalie qui diminue. Et lui, pareil, une courbe de croissance qui s'était cassée et qui avait repris un cours normal. Au laboratoire, on continue de travailler sur ces différents syndromes, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein de présentations cliniques différentes. Il y a des patients pour lesquels c'est plutôt la masse musculaire qui prédomine. La mutation est présente surtout dans le muscle. D'autres, c'est dans les lymphatiques, comme vous le savez, malformation lymphatique ORL. Parfois, c'est dans la graisse. Parfois, c'est uniquement dans les veines ou alors parfois dans l'os. Donc, on a essayé, pour mieux comprendre au laboratoire les différentes anomalies, créer plein de modèles murins avec une atteinte spécifique des tissus. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur tout ce qu'on a créé. On a créé plus de 60 modèles. Et là, on a rapporté, par exemple, les anomalies lymphatiques chez la souris, puis ensuite chez des patients. Et on s'est rendu compte, en fait, que quand on avait une mutation PIK3CA dans les vaisseaux lymphatiques, les souris développaient des chylothorax, des ascites chyleuses, des malformations lymphatiques diverses et variées. Et quand vous traitez avec de l'alpélizib, ça améliore bien. On avait traité toute une série de patients.
On a également fait la même chose avec la graisse qu'on a publié récemment. Et lorsque vous avez une hypertrophie graisseuse, en fait, vous avez beaucoup d'anomalies endocriniennes, comme ont les patients qui ont une atteinte graisseuse. Ils ont des hypoglycémies très sévères avec des taux très bas d'insuline et des taux très bas d'IGF-1. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a identifié en fait la présence d'un effet Warburg comme en cancérologie, c'est-à-dire une utilisation du lactate et du pyruvate à une glycolyse aérobique. Et puis, j'ai terminé ce topo, j'ai peut-être été un peu long, avec cette histoire remarquable que l'on avait eue chez une patiente qui était suivie en chirurgie viscérale et en neurochirurgie ici à Necker, une petite fille qui s'appelle Ashanti, qui depuis maintenant 18 mois, à l'époque quand on l'a rencontrée, était paraplégique à cause d'une volumineuse malformation dans le dos qui lui avait comprimé la moelle. Elle avait été opérée 4 fois ici en neurochirurgie pour avoir des laminectomies étagées. Et malheureusement, depuis 18 mois, elle était en fauteuil roulant, en centre de rééducation à côté de Paris, avec une incontinence vésicale et une incontinence anale. Elle portait des couches en permanence. Et lorsque le papier sort, les chirurgiens nous appellent en disant « Mais regarde, Guillaume, je crois qu'elle a un syndrome de Cloves. » Alors on la voit, effectivement, on fait une biopsie. On confirme en septembre qu'elle a la mutation PIK3CA. Et ils me disent, il faut que tu commences à la traiter parce que cette malformation grossit et va engager son pronostic vital d'ici peu. Donc on débute le traitement en octobre 2018 et 15 jours après, elle me dit, Guillaume, j'arrive à bouger les orteils. Alors, ça, c'est pas possible. Donc effectivement, bouger un peu les orteils. Donc tout le monde vient, neurochirurgien, neurologue. Et puis, bon, on en convient qu'en fait, c'est des rétractions spastiques puisque ça fait 18 mois qu'elle est en fauteuil roulant. Et en fait, on était dans le faux. Elle avait raison. À J42, elle me dit, regarde Guillaume, je peux me mettre debout et faire quelques pas. Donc là, elle était avec sa maman, donc tout le monde pleurait, bien sûr, dans le service. Donc on la voyait faire ses premiers pas depuis 18 mois. Ça n'était pas arrivé. Et puis, ce qui était fou, c'était que ça ne s'est pas arrêté là. À 60 jours après l'introduction du traitement, elle me dit, regarde, j'ai plus besoin de fauteuil roulant, je peux marcher avec un déambulateur. Et donc, elle était toujours hospitalisée à Saint-Maurice, en rééducation. Il n'avait jamais vu ça non plus. Donc, elle a récupéré la marche. Elle marchait avec un déambulateur. Et puis, à quasiment J80 de l'introduction du traitement, un peu avant Noël, elle me dit « Regarde, j'ai plus besoin de déambulateur ». Donc, elle avait une marche encore un peu spastique. On voit bien qu'elle a des rétractions. Elle a récupéré à ce moment-là un contrôle complet sphinctérien avec un bilan aérodynamique qu'on avait fait qui était strictement normal. Mais elle marchait de mieux en mieux. Et puis alors, après Noël, c'était incroyable. Au bout de 3 mois, elle marchait comme si de rien n'était dans le service. On ne pouvait plus l'arrêter. Elle passait son temps à circuler. Et en fait, c'est devenu notre mascotte. On la filme tout le temps. On ne peut pas s'en empêcher. Donc elle vient nous voir dans le service comme ça, et donc on la filme, elle saute, elle marche, elle court, elle fait du vélo, elle vit comme une enfant normale de cet âge-là. Et on a réalisé beaucoup d'imagerie pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc vous avez ici une IRM, vous avez cette masse qui comprime la moelle avec le liquide céphalorachidien qui ne circule pas, vous le voyez, qui est blanc. Et lorsque la masse a fondu, eh bien, on s'est rendu compte que le liquide céphalorachidien recircule à nouveau. Et la moelle était moins comprimée, mais on ne savait pas qu'on pouvait avoir une moelle qui restait ischémique comme ça pendant 18 mois. Et on a un deuxième patient paraplégique qui a récupéré la marche, un jeune adulte également sous traitement. On ne l'a pas encore rapporté. Et ça, c'était une photo d'Ashanti quand elle est allée à l'école pour la première fois. Alors, les messages finalement de cette présentation, c'est qu'on parle d'une pathologie en mosaïque. Encore une fois, les parents ne sont pas atteints. Le diagnostic est difficile. Vous devez en voir certainement, bien sûr, dans vos consultations. Les malformations lymphatiques, dans l'immense majorité des cas, sont dues à des anomalies PIK3CA. Il faut une biopsie du tissu malade. Sinon, vous ne pouvez pas faire le diagnostic. L'alpélizib améliore les signes, les symptômes, est associé à une réduction du volume des malformations. On se rend bien compte à travers les différents modèles murins que l'on a développés que tous les tissus ne répondent pas de la même manière à l'alpélizib. L'os ne répond pas, par exemple, alors que les vaisseaux lymphatiques, les malformations veineuses, la graisse répondent très bien. Le profil de tolérance est acceptable, c'est comme ça qu'il a été défini par les autorités de santé. J'ai été invité récemment à la FDA pour savoir si ce n'était pas une nouvelle façon de voir le design d'essais cliniques dans les maladies rares, c'est-à-dire utiliser un médicament en vie réelle, essayer de collecter toutes les informations le plus possible. Et c'est ce qu'on en avait conclu à la fin de cette réunion, c'est qu'on utilise tous des médicaments hors indication, notamment dans les maladies rares, mais souvent, ce n'est pas bien documenté. Et donc, en fait, il faut qu'en permanence, on essaye de se dire peut-être que ce truc, un jour, ira sur le marché si ça marche. Ça peut aller chez des patients en plus grand nombre. Donc, il faut se donner les moyens de collecter des informations positives, mais aussi négatives, bien sûr, d'effets secondaires, essayer de voir comment on peut
monitorer l'efficacité avec des photographies, des IRM. Il faut des données objectives et pas que du subjectif. Et puis, ce dont je me suis rendu compte au cours de toutes ces années, c'est qu'il faut des interactions fortes avec les industriels de la pharma, bien entendu, des groupes de patients qui ont joué un rôle clé, notamment aux États-Unis. Ils ont poussé la FDA à contacter Novartis au cours de la période de juin 2018 à décembre 2018 en leur demandant qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ce traitement. Et bien entendu, les agences de régulation du médicament qui ont joué un rôle clé dans cette histoire. Donc, des gens sur lesquels souvent on dit du mal, industriels de la pharma et agences de régulation, et pourtant elles ont joué un rôle fondamental. Alors moi j'ai toujours le plaisir de présenter cette histoire un peu partout, mais il y a beaucoup de monde qui travaille derrière, on est 19 dans l'équipe, mais tout le monde n'y est pas. Mais la grande partie du travail, en tout cas la partie initiale, a été faite par Kitri, qui est postdoctorante, qui a développé le modèle murin, avec l'aide de Sophia, qui est ingénieur, et Clément, qui est technicien, qui s'occupait de tout le modèle de souris. On a la chance d'avoir beaucoup de financement et qui nous permet de continuer, mais on a toujours besoin d'argent. Et puis, quand vous sortirez de Necker, vous verrez peut-être cette tour. Vous l'avez vu, la tour Kissaring. Pour ceux qui étaient là il y a quelques années, avant, il y avait un bâtiment de chirurgie qui était là, qui était connecté à cette tour Kissaring. C'est un escalier. Et en 87, Kissaring, il avait peint dessus. Et vous connaissez les dessins de Kissaring. Et un jour, en passant devant, je me suis dit, mais en fait, il a dessiné que des enfants avec des hypertrophies asymétriques. Donc, il avait peut-être déjà vu en 87 un autre enfant où il savait que cette histoire allait se passer. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Guillaume pour cet historique passionnant. Et bon, avant de prendre des questions, j'imagine qu'il y en aura, peut-être qu'il y en aura. C'est doublement, triplement intéressant. Déjà sur le déroulé de l'historique et sur le fait de pouvoir mettre une seule étiquette sur des séries de pathologies. Ça n'arrive pas si souvent en médecine, en fait, de pouvoir regrouper plein de syndromes différents avec un seul label, une seule étiologie. Ça, c'est une très belle réussite. Et puis, effectivement, la découverte du traitement, alors, avec les photos des patients qui remarchent, c'est merveilleux. Et c'est vrai que nous, on a été amenés à commencer à travailler ensemble au sujet des malformations lymphatiques qui apparaissent secondairement dans la prise en charge, effectivement, pour proposer un traitement aux patients qui sont en impasse complète, qui ont des malformations extrêmement déformantes, invalidantes, et pour lequel on n'avait absolument rien à proposer cliniquement. Donc c'est un très beau travail. La réduction de la cardiomégalie, par exemple, elle est fascinante aussi, de voir que... Exactement. Ouais. Alors, je vais après revenir sur un des commentaires que tu as fait, mais la réduction de la cardiomégalie, elle est très nette, elle est visible en scanner, en IRM et sur les échographies. Le débit cardiaque s'est nettement amélioré, et on pense qu'il avait la mutation dans les cardiomyocytes responsable de cette hypertrophie, puisque les malformations vasculaires sont toujours là. Je veux dire, c'est pas ça qui explique l'hyperdébit. Et on a créé une souris avec un gain de fonction de pic 3C dans les cardiomyocytes, et les souris ont des énormes cœurs. Et pour revenir juste à ce que tu disais avant sur les malformations justement lymphatiques, et la question maintenant clé pour tous les patients que l'on voit, c'est à quel moment il faut proposer ce traitement et s'il faut le proposer. En fait, on est passé du tout chirurgie, sclérothérapie, pendant une période tout traitement. En fait, on se rend compte que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut une approche combinée avec de la chirurgie, de la sclérothérapie et dans un certain nombre de cas, le traitement. Tout le monde n'a pas besoin d'être traité, ça c'est certain. Nous, on a uniquement un peu plus de 200 patients sur une cohorte de plus de 2600. Et typiquement, dans les malformations lymphatiques, une malformation lymphatique isolée nécessite juste entre guillemets, une sclérothérapie ou une chirurgie. Il n'y a pas besoin forcément d'un traitement médicamenteux. C'est plutôt dans les formes plus complexes, combinées après avec des approches chirurgicales. La question de la précocité du traitement est effectivement intéressante. Tu dis que l'os ne répond pas ou peu, ça. C'est notre impression. Ouais. C'est notre impression. Alors, à moins de débuter peut-être très tôt, mais on a du mal à avoir des modifications. Les tissus mous répondent bien. En fait, ce qui est important, c'est que tous les patients ne répondent pas de la même manière au traitement. On a une réponse sur les symptômes dans l'immense majorité des cas, douleur, saignement, fatigue, etc. Mais il y a des patients pour lesquels le changement esthétique est moins visible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, il y a le type de mutation, il y a 30 mutations différentes de PIK3CA, donc il y a des mutations. Ouais. Voilà, il y a des mutations qui sont moins sensibles certainement que d'autres à l'alpélizib. Il y a le type de tissu. L'os, encore une fois, ne répond pas bien. Et puis, une chose clé, c'est le nombre de chirurgies que les patients ont eu ou de sclérothérapie. On se rend compte qu'en fait, quand des patients ont eu 20, 30, 50 épisodes chirurgicaux, et on en a même un qui a eu plus de 100 sur la figure, vous avez des tissus remaniés cicatriciels, et là, la pénétration d'une molécule là-dedans et le changement esthétique est attendu est zéro. C'est encore une fois des changements de paradigme complets, c'est-à-dire passer du chirurgical au médical, qui même en tant que chirurgien, j'aime bien mon travail, mais c'est toujours favorable. Et moi, je pense uniquement dans notre domaine, par exemple, à l'introduction des bêta-bloquants pour les hémangiomes. Donc ça a 15-20 ans maintenant, et voilà, c'est ce type de changement de paradigme qu'on souhaite en fait, le plus souvent. Des questions, oui. Magnifique.
C'est le seul mot que j'ai. Merci. Mais j'ai une question. Alors, je ne suis pas clinicien, donc ça va peut-être être stupide, mais vous avez dit que cette molécule elle était aussi impliquée dans des cancers. Oui. Comment ça se fait que vos patients n'aient pas de cancer? Elle est très bonne, votre question. On ne sait pas. Globalement, entre 1 tiers et 40% des cancers portent des mutations PIK3CA, tous les cancers. PIK3CA seul, à ma connaissance, ne donne pas de cancer. Dans toute la cohorte de patients que je suis, on a de rares tératomes chez des jeunes filles, c'est-à-dire des séminomes ovariens ou autres. Et on a un cancer du rein chez un adulte, mais qui était un grand tabagique, et on a séquencé sa tumeur du rein, et il y a très peu de PIK3CA, c'est autre chose. C'est un truc, ça, qu'on ne comprend pas. C'est probablement ce qu'on appelle un cancer driver, mais qui n'est pas du tout en fait quelque chose qui favorise l'apparition de nouvelles mutations. Ça favorise la prolifération, c'est indiscutable, l'hypertrophie. Et ce qui est assez fascinant, c'est que PIK3CA ne donne pas de cancer. Vous allez un étage en dessous, vous enlevez PTEN, les patients ont des cancers. Les gains de fonction de la KT1, les patients ont des cancers. Donc il y a probablement d'autres mécanismes de régulation. On n'a pas encore... pourquoi ça survient, on ne sait pas. On dit que c'est au hasard, pas tout à fait certain. Pourquoi ils n'ont pas de cancer, je ne sais pas. Alors après, on m'a dit peut-être que tu n'as pas un recul suffisant sur des patients plus âgés, mais on a quand même une cohorte de patients qui a plus de 50 ans et qui n'a pas développé du tout de cancer. Ce n'est pas comme les CARAS. CARAS, eux, développent des cancers. Par contre, c'est un petit peu plus haut sur la voie de signalisation. Oui, et merci beaucoup pour la présentation. Mais justement, vous avez dit que c'est à peu près 60% des patients qui sont cette mutation sur ces gènes. Ouais. Et pour les autres 40%, quelles sont les mutations ou s'il y a un gène qui pourrait être... On voit un peu... Alors ça, c'est une très bonne question et c'est justement maintenant les 40% entre guillemets qui nous intéressent. Donc il y a plein de gènes différents impliqués. On voit un peu de tout. Alors on tombe parfois sur du PTEN, justement des délétions, juste en dessous. On tombe sur régulièrement des gains de fonction d'AKT1, qui est donc la protéine en dessous. AKT1, c'est le syndrome de Proté. Souvent, il y a une confusion entre les deux, mais syndrome de Proté, c'est très différent vraiment en termes de présentation clinique. Donc, on a des gains de fonction d'AKT1. De temps en temps, on a des scléroses tubéreuses de Bourneville atypiques. C'est pas rare qu'on en diagnostique en mosaïque avec des malformations vasculaires. On tombe régulièrement sur des délétions de TSC1 et de TSC2. Et surtout, en ce moment, on a un grand intérêt pour les anomalies un peu plus haut situées, ce qu'on appelle les anomalies de RAS, les rasopathies. On a un biais de recrutement, on voit beaucoup de malformations artério-veineuses et notamment cérébrales, grâce aux neurochirurgiens de Necker qui nous en ont adressé beaucoup. On a une cohorte de 350 patients. Et ces patients ont des gains de fonction de KRAS, NRAS, HRAS, somatiques, avec des malformations artério-veineuses. Et donc là, ça explique pour nous une grande partie des malformations que l'on voit. Mais c'est surtout des malformations artério-veineuses ou des malformations lymphatiques graves. Okay. Mais vous avez éventuellement ciblé déjà peut-être des inhibiteurs de ces autres molécules. Et ma question allait aussi, pourquoi vous avez choisi justement aller sur cet inhibiteur-là pour PIK3CA au lieu de toute la gamme qui avait des inhibiteurs pour les cancers? Alors, juste, je voudrais rajouter, avant de répondre à votre question, on a également identifié 4 nouveaux gènes qu'on est en train d'investiguer, qui sont récurrents chez des patients pour lesquels on n'avait pas trouvé de mutation, mais qui sont des gènes de cancérologie et qui n'ont jamais été décrits dans ce syndrome de surcroissance. Donc il y a quand même régulièrement des nouveaux gènes aussi qui sortent dans la littérature. Votre question, c'est pourquoi on avait utilisé l'alpélisib finalement au lieu d'un autre. Encore une fois, les autres inhibiteurs de PI3 kinase étaient souvent des pan-inhibiteurs, c'est-à-dire que ça pouvait bloquer toutes les classes, donc ça, un risque d'effet secondaire grave. Et dans les inhibiteurs spécifiques sélectifs de PIK3CA-alpha, le plus avancé, encore une fois, c'était l'alpélisib. Et on a eu la main heureuse, entre guillemets, parce que le médicament de Roche, qui s'appelle le tazelisib, qui était donc un inhibiteur supposé très spécifique de PIK3CA-alpha, en fait, en phase 3 de cancérologie du sein, il s'est avéré qu'il avait également un effet sur PIK3C gamma et delta. Et donc, les patientes qui avaient un cancer du sein ont développé des infections graves. Donc en fait, il n'était pas spécifique et donc son développement a été interrompu. Donc finalement, on a eu un alignement des planètes, comme disent certains, au bon moment. Et la question, c'est si on utilise d'autres inhibiteurs pour d'autres malformations, c'est oui, ça va arriver bientôt. Merci. Ouais, désolé, je me permets juste des coups. Vous avez dit pour l'os, par exemple, vous avez eu éventuellement moins d'effets. Est-ce que ce n'est pas aussi dû éventuellement, ou on pourrait penser à une autre manière d'administration de la molécule chez le patient ou par des injections, ou par exemple c'est en fonction aussi de la vascularisation des tissus, ou parce que les tissus mous se renouvellent plus facilement qu'un tissu dur? Je ne sais pas. Vous avez répondu à toute la question en fait là. C'est exactement ça. Probablement les vaisseaux, on se rend compte que les cellules endothéliales sont très sensibles à ces inhibiteurs pharmacologiques, donc elles jouent un rôle clé.
Il y a pas mal d'industriels de la pharma qui réfléchissent à de nouveaux modes d'administration maintenant de cette molécule, que ce soit en topique pour des malformations vasculaires superficielles ou que ce soit en injectable sous forme gélifiée, justement pour des malformations lymphatiques, en imaginant pour un relargage lent, et on pourrait tout à fait l'envisager pour l'os. Pour l'os, ça peut être particulièrement intéressant pour les Goran-Stout, quand ce sont des anomalies PIK3CA. Après, il y a beaucoup de CARAS ou d'autres anomalies de rasopathie là-dedans, mais quand c'est lié à PIK3CA, on pourrait tout à fait imaginer. Merci beaucoup. Et juste une remarque générale avant de passer à la question. C'est une des missions de la filière. Tu parlais tout à l'heure des traitements de données hors AMM, bien sûr. C'est l'Observatoire du traitement. C'est une des missions, c'est de recenser au sein des différents réseaux tous les traitements qui sont donnés hors label complètement, ce qui est autorisé, bien sûr, pour les praticiens, à la fois pour faire un petit peu le tri, mais aussi de temps en temps pour piocher, effectivement. C'est hyper important d'arriver à tout bien documenter. Bien sûr. Vraiment. Oui, vous avez une question ? Merci pour la présentation. C'est juste sur les images, vos lymphodèmes font aussi penser à des lymphodèmes qu'on peut voir sur les filarioses. Est-ce que c'est la voie mTOR et PIK3CA qui est également impliquée ou pas? Ça, c'est une question que j'ai souvent et je ne sais pas. On me demande dans les lymphodèmes primitifs et dans les lymphodèmes secondaires, justement aux filarioses. C'est possible. En tout cas, on n'a jamais essayé ce traitement-là. Et donc, il y a régulièrement... quand ça passe dans les journaux, des gens qui viennent avec des lymphodèmes. Et les lymphodèmes primitifs ne répondent pas... Enfin, en tout cas, on n'a jamais testé, mais a priori, il n'y a pas de raison que ce soit des anomalies PIK3CA. Il y a déjà eu des séquençages génétiques qui ont été faits. Il n'y a pas d'anomalie pour les lymphodèmes primitifs. Pour les lymphodèmes secondaires, je ne sais pas. On peut imaginer qu'il y ait des mutations acquises dans un deuxième temps, mais je ne sais pas. Il y a des facteurs mécaniques, non? Enfin, c'est des vagues souvenirs que j'ai pour les filarioses. Mais mais après, il y a un facteur mécanique, c'est certain, mais après, tu peux peut-être imaginer qu'il y a des mutations somatiques ou autres qui suragissent. Merci beaucoup, Guillaume. Merci.